Bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai été invité par Proxiad et Rennes DevOps à donner une conférence sur Pulumi. Je les remercie chaleureusement pour l'invitation. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer cette captation qui a été faite par Rennes DevOps et je vous souhaite une très bonne vidéo. Merci. Donc bienvenue à tous, bonjour. Donc je suis Mickaël Morvan, je suis expert DevOps, je suis en freelance les 99% de mon temps. Le 1% du temps, le reste, je ne fais rien. J'ai préparé aujourd'hui un meet-up sur Pulumi. Donc vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, comment ça s'utilise, on va faire des démos, etc. L'intégralité du code source, j'ai fait un GitHub, donc vous pourrez avoir tout ça sur le GitHub. Toutes les lignes de commande sont sur le GitHub également, et vous aurez le code, les exemples de code commentés sur le GitHub. Donc pas la peine de prendre des notes, etc. Je m'amuse avec une chaîne également YouTube, avec mon fils Owen là-bas qui s'amuse à faire les montages. Donc on aura aussi la captation, arrivera sur la chaîne également. Donc je n'ai pas envie d'être youtubeur, hein, mais ça m'éclate un petit peu quand même. Donc voilà. Donc pour savoir un petit peu dans la salle, qui est-ce qui connaît un peu Pulumi, qui a entendu parler? Ok, un petit quart. Les autres, vous faites pas du tout, c'est plutôt du Terraform ou alors pas du tout de DevOps? Pas du tout de DevOps, du Terraform un petit peu, principalement du Terraform. Ok, donc je vais vous convaincre aujourd'hui que Terraform c'est vraiment très chiant et que Pulumi c'est vraiment votre avenir. Ça ne serait plus qu'à convaincre après les chefs au-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est Pulumi? Si vous connaissez Terraform, Pulumi, en fait, ça fait la même chose que Terraform, un peu plus complet, avec surtout un truc agréable, c'est qu'on va pouvoir coder. On va pouvoir faire autre chose que du YAML pour déployer nos applications. On va pouvoir faire du code. Et ce qui est bien avec Pulumi, c'est qu'on va pouvoir faire ça également dans le langage qu'on aime bien. Alors chacun a son langage favori, ben, ça tombe bien, Pulumi on a déjà une palanquée en fait. TypeScript, JavaScript, Python, Go, C#, Java, YAML, je ne sais pas ce que ça fout là, mais bon, c'est eux. Bon, voilà. Par rapport à Terraform, il a toute la terre entière en fait en cible. Donc dès que vous avez du Terraform en cible, vous l'avez en Pulumi, c'est la même chose. Vous avez également le connecteur Pulumi. Par exemple, Pulumi chez OVH, il y a un connecteur Pulumi OVH. Chez Scaleway, pareil, il y a un connecteur Scaleway OVH. Pulumi. Comment ça fonctionne? On a un SDK, une CLI, rien de nouveau. Vous téléchargez la CLI, vous faites un nouveau projet avec Pulumi, et puis ça vous sert en fait à builder votre projet, déployer et à gérer tout ça facilement de votre ligne de commande. Bien sûr, tout ça peut également être envoyé sur votre CI/CD également. Vous pouvez déployer votre code directement sur votre GitLab, votre GitHub. Et puis également, il y a une notion de policy as code, donc ça c'est vraiment assez original par rapport à Terraform par exemple. Donc Pulumi c'est assez vaste, hein. Je ne vais pas vous présenter tout Pulumi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais globalement en fait, je vais vous présenter ce qui est au centre. Toute la partie SaaS, je ne vais pas vous la présenter, que ça ne sert pas à grand-chose pour moi, pour la démo, mais sachez qu'il y a un peu de monde derrière. Donc, comme je disais tout à l'heure, Pulumi, on peut le mettre partout, dans tous les cloud providers, y compris les meilleurs, comme OVH et comme Scaleway, par exemple, et également Kubernetes. Tout à l'heure, on parlait de faire du Helm, etc. Je vais vous montrer qu'on n'a plus besoin de faire du Helm, ou on peut faire autrement, mais on fera du Helm quand même, pour vous montrer que ça peut être également un support pour pouvoir déployer vos applications avec Pulumi. Combien ça coûte? Donc, Pulumi est open source, mais bien entendu, avec un petit astérix, tout ça. Quand vous allez déployer votre infrastructure, eh ben, l'état de l'infrastructure va être stocké
chez Pulumi par défaut. Donc, chez Pulumi par défaut, ils ont un système de crédit. C'est 1 $ pour 2000 crédits avec 150 000 crédits gratuits par mois. C'est incompréhensible, on est d'accord. Schématiquement, en fait, un crédit, ça représente 1 heure d'une ressource managée par Pulumi. Une ressource, par exemple, c'est un bucket S3. Une ressource, c'est une policy, etc., etc. Donc, quand on a un code qui commence à devenir important, et donc une infrastructure qui commence à devenir importante, eh ben, on commence à payer. Alors, ce n'est pas très cher. On peut avoir en gros 200 éléments gratuits par mois, mais bon, ça fait toujours un peu chier de payer pour stocker un état. Mais il y a quand même une astuce qui est quand même pas mal, c'est-à-dire que si vous avez un bucket S3 à disposition, c'est quand même pas non plus si compliqué que ça, vous pouvez stocker votre état très simplement sur votre bucket S3. Et du coup, ça devient gratuit. Donc vous n'avez plus rien à payer du tout. Et c'est pour ça que c'est une des grandes forces de Pulumi, c'est qu'on peut s'amuser quand on fait du dev à utiliser leur interface. Donc c'est une interface sympa, en Lego, tout ça. On peut se connecter, on voit plein de choses qui se passent. Et après, quand on passe en prod, eh ben, on peut se prendre un bucket S3 et du coup, tout l'état est stocké sur le bucket S3. On n'a plus l'interface jolie, mais on peut l'avoir quand même si on veut. Mais au moins, on a de quoi stocker notre état, mais gratuitement. Comment ça marche? Pour les plus vieux d'entre vous qui montreraient la référence. Donc, on va télécharger la CLI, on va s'inscrire sur Pulumi, on va prendre le langage qu'on préfère, et puis on va créer notre projet, puis le déployer sur notre infrastructure. L'état du déploiement, il va être stocké chez Pulumi, puis ensuite on modifie notre code, on relance. Le déploiement, en fait, la différence entre l'état du déploiement et le nouveau code, en fait, est fait par Pulumi, et du coup, le nouvel état est restocké, et la mise à jour de l'infrastructure et l'état sont gérés. Donc, assez classique. Et maintenant, c'est quoi un projet Pulumi? Donc, je ne vais pas vous assommer de slides, hein. Je ne suis pas un commercial. Salut Pierre. On va faire du code. Alors, donc ça, c'est le projet. Vous voyez bien, c'est bon, c'est assez grand. C'est le projet Pulumi, en fait. Alors, les projets Pulumi, on en parlera plus tard, que j'ai commencé à créer. Et on va y aller pas à pas. Donc, j'ai mis comment on installe. Alors, moi, tout est installé déjà, donc je ne vais pas le refaire, mais bon, c'est pas un problème. Sur Mac, on fait un brew install Pulumi. Ensuite, on fait un Pulumi login. Et on peut avoir, pour savoir si on est bien logué, on a la CLI. Et donc, on fait un Pulumi ou Amai. Et puis, on me dit, bah, tiens, il y a une nouvelle version, mais on verra ça plus tard. Et on est Michael Morvan, Meetup. Hop là. J'ai mon micro qui se fait la malle. Donc, ça, très classique pour l'installation d'une CLI. Ce que je vais faire comme démonstration, j'ai pris un petit cluster Kubernetes. Et du coup, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on va pouvoir déployer une application complète sur un cluster Kubernetes, à peu près vide. Donc, on va suivre les instructions. Hop, on va faire le projet. Le premier projet. Et donc, Pulumi, ce qu'il a, c'est qu'il a des templates. Il a des templates de création. Donc, moi, je code sur Pulumi en TypeScript, mais vous pouvez prendre du Python, etc. Généralement, tous les exemples, tous les templates sont présents dans tous les langages. Donc, quel que soit votre langage favori, vous pouvez l'utiliser, ça sera à peu près transparent. Après, il y a des notions un peu particulières par langage, parce que tout est asynchrone. Quand on fait les déploiements, c'est asynchrone. Donc, des fois, pour rattraper un petit peu les branches au niveau de l'asynchronisme, il y a des particularités au niveau des langages. Mais là, je vous parlerai que de ce qui est TypeScript. Donc, on va faire un nouveau projet. Donc, on va prendre les trucs par défaut.
il y a une stack. Alors, une stack, en fait, pour Pulumi, c'est comme un environnement. Donc, Pulumi, lui, va se dire, bah, je fais une première stack, ça va correspondre à un environnement. Et du coup, on va avoir cette notion de stack. Si on veut avoir l'environnement dev, prod, pré-prod, staging, etc., chaque élément correspondra à une stack différente. Donc, lui, il me télécharge, c'est un projet en Node.js, donc du coup, il me télécharge tous les packages Node, il m'installe tout ça tranquillement. Voilà. Donc, mon projet, il est installé. Je vais regarder ici, il est arrivé là. Donc, en Pulumi, qu'est-ce qu'on a? Il y a un fichier YAML. Donc, je ne dis pas de YAML, mais enfin, on en fait un petit peu toujours. Hein, on est quand même DevOps, il ne faut pas déconner. Au niveau de ce fichier pulumi.yaml, c'est juste un fichier qui sert à indiquer le nom du projet, quelques descriptions de projet. On a également le package.json. Alors ça, c'est que pour la partie, pour ceux qui font du TypeScript hein, ou du JavaScript. Donc ça permet d'avoir les packages à télécharger. Donc ça montre que c'est un vrai projet parce qu'en fait, on fait un npm install du nom des packages et ça va être rajouté comme ça. Donc c'est un vrai projet TypeScript. Et puis également, bah, on a index.ts qui est le partie TypeScript. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, si on regarde le fichier index.ts, donc là c'est vraiment du code, on va importer la librairie K8s. Donc là, c'est vraiment le template qui m'a filé. Hein. Je n'ai rien demandé du tout, c'est le template brut qui m'a le demandé. Donc là, ce qu'il va faire, il va installer un déploiement Nginx, donc sur K8s. Donc il va créer avec la classe déploiement qu'on va créer, on va lui spécifier le nom Nginx. On va lui dire un match label, donc pour ceux qui font du Kubernetes, d'accord, il faut vraiment aller sur préciser pour le déploiement comment on va le récupérer derrière avec un autre service. Donc du coup, c'est à travers les labels qu'on fait ça en Kubernetes. Et puis après, au niveau des specs, on dit bah, le container, l'image, elle s'appelle Nginx. Et on lui donne un nom Nginx. Donc on déploie en Pulumi un template, un déploiement Nginx. Et après, comment on fait ça? Bah, Pulumi up. Donc Pulumi up, il va regarder ton code, il va le builder, il va le compiler, et il va dire, tiens, bah, je trouve qu'il y a des choses à déployer. Donc, je ne vous ai pas montré ça, mais moi, je suis déjà connecté à mon cluster Kubernetes, d'accord? J'ai déjà mon kube-config qui est déjà paramétré, donc toute la partie configuration précédente de connexion à Kubernetes, je l'ai déjà faite. Hein. Ce n'est pas magique. Pulumi ne connaît pas mon cluster Kubernetes, c'est moi qui lui indique, et comme j'ai mon kube-config qui est déjà paramétré, ça marche tout seul. Les droits, en fait, sont déjà paramétrés sur mon PC pour avoir accès au cluster Kubernetes. Et donc, du coup, il me dit, il va pré-builder, il va lancer un build, il va se dire, bah, en fait, je vois que je vais déployer un déploiement Nginx que je vais créer. Et en output, je vais renvoyer le nom du déploiement. Et après, est-ce que j'accepte ou pas? Donc là, je dis yes. Donc là, il va se connecter, Pulumi, au cluster Kubernetes. Il va aller déployer le Nginx. Et après, il va terminer. Il va stocker l'état du déploiement après chez Pulumi. Donc, hop, ça c'est Lens, c'est une sorte d'IDE pour aller voir ce qu'il y a dans mon cluster Kubernetes. Et bien, avec Lens, en fait, je vois que mon pod, il vient de le déployer à l'instant. Et du coup, eh ben, on est content, on a déployé, en pas beaucoup d'efforts, un déploiement sur Kubernetes, en codant. Ensuite, si on n'est pas content, on veut modifier, etc., on fait quoi? On fait down. Et du coup, bah, le down, il va
il va regarder l'état qu'il a au niveau de Pulumi, du serveur Pulumi. Il va regarder, il dit tiens, j'ai déployé un pod, maintenant je vais le détruire, est-ce que tu es d'accord ou pas? Donc là, je détruis mon pod. Et donc là, mon pod il est détruit, on ne le voit plus dans le namespace par défaut. Donc, hop. Donc tout ça est détaillé hein, je suis en train de lire le readme là en même temps. Il y avait un petit truc par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure, en fait, quand vous voyez le output, c'est parce qu'on a fait un export en fait du déploiement pour metadata.name. Donc c'est pour ça qu'on avait un output. Donc ça va permettre les outputs quand on déploie par exemple avec Pulumi, quand on fait une classe entre guillemets Pulumi, dans le output en fait, on va pouvoir sortir des choses. On va pouvoir redonner des choses à l'extérieur et les stocker également dans l'état chez Pulumi. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi c'est intéressant. Donc ensuite, Pulumi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut également paramétrer des choses au niveau de la configuration. Donc si on veut aller configurer du nombre de réplicas, par exemple, on a, avec la CLI toujours, un Pulumi config set qui permet d'aller avoir un fichier de stockage il va stocker l'état, il va stocker des configurations pardon, dans un fichier YAML pour pouvoir stocker ce qu'on veut, nos configurations, nos paramètres, etc. On va pouvoir utiliser ça. Donc si par exemple on veut configurer le nom de l'image, etc., eh ben, on a Pulumi config set qui nous permet de stocker le nom d'image. Et après, dans le répertoire, en fait, on va avoir, dans le répertoire du projet, on va avoir un pulumi.dev.yaml. Donc le .dev correspond au nom de la stack, donc notre environnement. D'accord ? Et on a notre fichier de configuration qui est là. Et pareil, si on veut également stocker, en plus de nos configurations, des secrets, eh ben on a la même chose qu'on peut faire également. Où est-ce qu'il s'est... Ah, si. Avant de faire ça, on va faire les notions de stack. Donc les notions de stack, vous disiez tout à l'heure, c'était pour les environnements. Donc là, on a fait l'environnement de dev. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un environnement de prod. Et donc, on va faire un stack init de prod. Maintenant, avec Pulumi, on a aussi une ligne de commande et on a la liste de nos stacks, avec la stack qui est sélectionnée, qui est mise comme ça, avec une astérisque devant. Donc la notion de stack va nous permettre de stocker, si je recommence comme ça, mon stockage de la configuration sur ma stack de production, eh ben, je vais avoir deux fichiers du coup, un fichier de prod et un fichier de dev qui vont stocker ma configuration. Donc ma configuration, par ce biais-là, elle va être stockée par mon code. Donc ça, c'est ce qu'offre Pulumi par défaut. Et on a également la même chose pour les secrets. Donc on va passer d'une stack à l'autre, bien sûr, et donc les secrets également. Là, au niveau des secrets, Pulumi fait un truc un peu magique, c'est-à-dire qu'il ne demande pas de mot de passe, rien du tout, il n'y a pas de... Il te dit, bah ouais, moi, ton secret, en ligne de commande, eh ben, je vais stocker ton secret. Et quand on regarde ça, par exemple, il dit, bah, ah ouais, bah, ça a l'air moche, donc ça va être secret. Mais elle est où la clé? Parce qu'il n'y a pas de miracle, hein. Qui stocke la clé, comment les stocker, etc. Donc Pulumi, par défaut, lui, il gère, comme là je suis connecté au site web de Pulumi pour stocker mon état, il y a une clé quelque part qui a été générée, qui est stockée chez Pulumi, et donc on lui fait confiance. Si on lui fait confiance, eh ben, on peut se débrouiller sans problème avec soit des providers par défaut, les KMS chez AWS et autres, on peut brancher Pulumi sur des KMS externes pour pouvoir gérer les clés et les secrets de manière vraiment très très forte. Mais également, on peut se dire, ben, quand on n'a pas envie du tout d'avoir des secrets qui traînent ou d'utiliser des KMS, eh ben, on a également la variable environnement Pulumi config passphrase
qui peut être seté. Quand on va pouvoir faire, par exemple, qu'on va vouloir utiliser notre propre bucket S3 pour stocker l'état de notre déploiement et stocker également nos secrets, on va mettre pulumi config passphrase et c'est ça qui va nous servir pour stocker nos secrets dans notre bucket S3. Donc on a quand même tous moyens de se dire, par défaut on peut lui laisser faire tranquillement sa sauce et on lui fait confiance, mais si on ne fait pas confiance, on peut aller vraiment plus loin pour vraiment gérer ça de manière très très complète. Donc au niveau des environnements, on a vu qu'on avait maintenant un environnement de dev, un environnement de prod, mais on peut également, j'ai utilisé ça pour gérer la notion de namespace dans Kubernetes. Donc je vous ai dit tout à l'heure que on avait un moyen complet de gérer nos déploiements, et par ce biais-là, en fait, on va pouvoir se dire, on va créer un namespace directement dans notre code Pulumi. Donc si on fait ça, par exemple, hop, namespace. On va venir output pour ne pas qu'ils nous embêtent. Namespace. Hop, oh merci. Donc là, si on veut gérer notre namespace, on peut l'utiliser de telle manière-là pour que Pulumi en fait, aille nous déployer un nouveau namespace au niveau de notre cluster Kubernetes. Et maintenant, avec également, si on met ça en même temps et on peut demander au niveau de Pulumi, en fait, on peut lui dire, donc ça normalement, l'idée c'est qu'on fasse ça avant. Donc on va créer le namespace avant et ensuite on va déployer notre Nginx dans le nouveau namespace. Le problème si on fait ça, c'est que comme Pulumi c'est asynchrone, il ne va pas attendre que de déployer la partie déploiement, il ne va pas attendre la fin du namespace, ce n'est pas séquentiel. Donc il va falloir avoir des moyens de gérer l'asynchronisme de manière assez fine pour qu'on puisse être certain d'attendre différentes étapes. On peut parler d'étapes, mais il faut attendre à un moment donné que tout soit, il faut que les uns attendent les autres. Donc il y a un moyen simple pour ça, il y a des espèces de commandes un petit peu magiques qui est, alors je vais on va faire en plus rapide, hop. Et le app label qu'on a raté. Et on met en haut. Donc, là, j'ai un peu la même chose que tout à l'heure. Je fais un namespace, je fais un déploiement en même temps, et en fait, il y a une commande Pulumi all qui va permettre de séquencer en fait le lancement des différentes commandes. Ça va permettre de séquencer, de dire le namespace il est créé, et une fois que le namespace il est créé, à ce moment-là, mon déploiement qui va dans le namespace, il va pouvoir être déployé. Donc c'est vraiment important de comprendre ça dans Pulumi. Pour moi, c'est le seul truc un peu embêtant dans Pulumi, c'est cette notion d'asynchronisme, parce que en fait, c'est la réalité en fait quand on déploie. Ça permet, il faut faire attention à ça, parce que c'est vraiment l'élément en fait qui est perturbant au début, c'est-à-dire qu'on déploie, c'est facile de déployer, puis en fait ça se pète la gueule parce que y a un truc qui est déployé et l'autre n'a pas été déployé, ou l'autre attend un élément qui est déployé qui n'a pas été encore créé. Donc il faut vraiment faire attention. C'est vraiment un des éléments les plus embêtants à faire attention. Mais il y a 2-3 commandes en fait, à comprendre, enfin un bout de code à comprendre pour gérer ça. Et c'est tout le temps la même chose. Donc c'est le Pulumi all. Donc je répète, tout ça, toutes les commandes là seront sur le GitHub. Donc c'est vraiment, tout est détaillé sur le GitHub. Et donc si on veut faire par exemple, aller plus loin avec notre
nos différentes commandes et on va les setter les différents namespaces, on va pouvoir ici, en une ligne de commande, on va aller setter les namespaces de dev et de prod. Donc là, on a namespace dev ici et namespace prod ici qui existent. Et ensuite, on va pouvoir également utiliser avec le Pulumi config, on va pouvoir utiliser la configuration dans notre code source en fait pour pouvoir récupérer la configuration dans le namespace là. Le namespace, au lieu de dire que c'est dev, eh ben, ça va être, on va aller créer le namespace, on va dire dev, on s'en fout, ça peut être bon ça. Hop. Et si je lance tout ça, donc allez, on lance les commandes en même temps. Il va nous créer notre namespace de dev, il va créer notre namespace de production et il va déployer. Alors, quand je mets -yes, en fait, j'évite, il compile et il envoie directement. Donc, il ne m'embête pas. Et ça permet, en fait, de créer mes namespaces, de créer mes déploiements dans les bons namespaces. Et tout ça, simplement. Donc voilà, donc là du coup dans mes namespaces, j'ai mon namespace de dev qui a été créé, avec mon déploiement qui a été créé. J'ai mon namespace de prod qui a été créé, avec mon déploiement qui a été créé. Et donc tout ça, on a codé nos deux environnements, on a déployé notre petite application facilement avec Pulumi. Donc maintenant Pulumi, je vous ai montré quelque chose de simple, avec un petit projet pour déployer un Nginx. Il n'y a aucun intérêt, c'est juste pour la beauté du sport. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, en fait, Pulumi a un intérêt quand on va avoir une infrastructure importante à gérer. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie infrastructure, on va avoir un projet d'infrastructure ou plusieurs projets d'infrastructure, et on va avoir également des projets plutôt applicatifs. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté un site web qui va être à héberger ou alors une application à héberger également. Et donc, on va pouvoir pour chacun faire des projets séparés. L'intérêt des projets séparés, c'est que déjà quand on dev, on va, pour le temps de débugger, si on a le gros projet à chaque fois à lancer, bah, c'est super lourd. Parce que là, vous voyez qu'il y a un petit truc quand on déploie juste deux environnements, bah, ça prend même 30 secondes. Mais si on a un environnement important, ben on a 10 minutes, un quart d'heure avant que tout soit déployé. Donc l'intérêt des petits projets, en fait, c'est vraiment de se dire, on va découper notre gros projet global en sous-projets, et chaque projet, en fait, on va pouvoir individuellement le coder. Avec les outputs, donc les sorties des projets, on va pouvoir sortir, par exemple, des noms de domaine. On va pouvoir sortir des IP, on va pouvoir sortir un petit peu des différents environnements. Et cette sortie, ces outputs-là vont être stockés au niveau du projet comme si c'était l'état du projet. Donc en même temps que l'état du projet, on va sortir les outputs. Un exemple, c'est les noms de domaine, par exemple. On va sortir, imaginons qu'on a un projet qui va sortir un nom de domaine, qui déploie sur un nom de domaine, et on a besoin de ce nom de domaine-là dans un autre projet. Ce qu'on va faire, c'est que dans le nom de domaine, en fait, dans le projet de nom de domaine, on va stocker l'état du nom de domaine dans l'état de déploiement. Et cet état de déploiement, on va le récupérer dans un autre projet, dans les outputs, à travers un truc qui s'appelle les stacks références. Donc, les stacks références, on va pouvoir référencer un projet à un endroit par rapport à un projet qui est à un autre endroit. Et ce qui est magique, c'est que derrière, notre projet, on va le coder de manière à ce qu'on puisse sortir des éléments réutilisables qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres projets. Donc on fait vraiment de la composition, en langage de programmation classique, c'est de la composition. Donc on va composer notre projet global avec des sous-projets. Et on va pouvoir faire comme ça, couper en morceaux notre projet énorme et faciliter le débugage.
faciliter également le cycle de vie, enfin, la gestion du cycle de vie des différentes applications. Une application d'infrastructure n'a pas forcément le même cycle de vie qu'une application de web, par exemple, qui peut être lancée 3 fois par jour. Mais l'infra de déploiement, enfin, une infra, par exemple, si elle est mise à jour 2 fois par jour, c'est qu'il y a un problème, je pense. Donc le cycle de vie des applications, par ce biais-là, on va pouvoir vraiment séparer les choses et séparer par ce biais-là, en fait, les projets et simplifier la maintenance. Puisque, comme un projet Terraform, au bout d'un moment, ça grandit, ça grossit et c'est compliqué à gérer. Là, l'intérêt, c'est que c'est prévu, on va pouvoir faire des petits projets qui sont plus simples à maintenir, plus simples à modifier, et on va pouvoir, par ce biais-là, en fait, avoir une infra qui est plus stable. Donc, au niveau des stacks références, on a ici, pareil, avec Pulumi, on a des notions de stack référence. Et on va pouvoir également, je vais pouvoir vous montrer, pour faire un exemple, j'ai fait un exemple sur Traefik. Je pense que tout le monde connaît Traefik ici, je pense. Traefik, c'est un load balancer qui permet, enfin un reverse proxy, qui permet en fait d'aller gérer le trafic entrant et d'aller le load balancer sur des services qui sont derrière. Si on prend un projet de déploiement classique, on a notre infrastructure qu'on va mettre à jour, qu'on va créer au début, par exemple sur, bon là c'est Kubernetes par exemple, et on va mettre dans notre infrastructure Traefik. On va pouvoir le gérer, le déployer dans notre infrastructure. Donc là, je vais faire du Helm. Donc on va pouvoir déployer le trafic dans notre infrastructure ou déployer d'autres éléments comme InPhysical, comme ce que vous voulez comme gestionnaire de secret. Et en fait, cette infrastructure-là, on va la déployer. Donc là, on va faire du Helm et au niveau du output, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la gateway IP. Donc Traefik, quand il se lance, son IP de sortie, en fait, il va prendre un load balancer chez le fournisseur, et cette IP de sortie, en fait, eh ben, c'est important de la récupérer pour les autres parties du programme. Si on a, par exemple, on veut gérer les DNS en infra as code, eh ben, on va pouvoir, par ce biais-là, en récupérant à travers l'IP de sortie de Traefik, on va pouvoir dynamiquement savoir quelle est l'IP de sortie de trafic dans notre programme qui a besoin d'aller gérer le DNS à la mano, enfin à la mano en code, en prenant une stack référence et en allant après interroger le serveur DNS pour lui rajouter cette nouvelle règle pour le projet. Donc, ce code-là, en fait, je vais vous expliquer rapidement. Donc, au niveau du projet principal, on a aussi cette notion, pour ça que je vous dis qu'on code, on a une notion également d'appel et de composants, enfin de composants, on va dire de fonctions. Et on peut vraiment découper notre projet en plusieurs parties. On a ici, dans ce projet-là, c'est donc le index.ts, c'est le projet principal, Traefik, qui va, lui, récupérer le nom du cluster ici dans sa configuration. Ce nom de cluster, en fait, il ne va rien en faire, il va juste le mettre en export. On verra tout à l'heure comment l'utiliser. Et puis ensuite, il va appeler la fonction createTraffic qui est définie ailleurs. Donc, dans cet exemple-là, en fait, je fais vraiment du découpage, je fais vraiment de la programmation, où je découpe par module, en fait, mon projet en plusieurs sous-projets, en plusieurs fonctions. Au niveau de Traefik, je vais réutiliser, en fait, la configuration Traefik. Alors, je fais du Helm, parce que c'est quand même plus simple de faire du Traefik avec du Helm qu'à la mano. Donc ici, j'ai paramétré mon YAML classiquement, avec mon CERT Resolver, Let's Script. Et dans mon projet Traefik, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, je vais créer un namespace, je vais
charger ma configuration dans une... donc là, c'est du TypeScript, hein, pur et dur. Donc je vais charger le fichier, le fichier YAML de Helm Values, là. Et ensuite, ce fichier YAML Helm Values, là, je vais le donner à manger à une classe Helm qui va aller lancer le déploiement de Traffic avec les values que je passe en paramètres. Donc là, on n'a plus besoin, le Helm, en fait, on peut le déployer comme ça, très simplement, sans avoir besoin alors, soit dans là, le Helm, il est tout fait, mais on peut très bien, en fait, utiliser, redéployer Traffic à la mano, si on veut. Et donc, Traffic, en fait, on le déploie par ce biais-là. Ensuite, il y a une notion également qui est la notion de depends on. Tout à l'heure, on avait vu qu'on avait fait un pulumi.all pour pouvoir gérer l'asynchronisme. Et là, on a aussi une notion de depends on qui permet en fait de gérer l'asynchronisme à travers les dépendances entre les appels des différentes fonctions et différentes classes. Donc, lui, Traffic NS, en fait, je l'ai créé avant. Et quand je l'ai créé, en fait, par défaut, dans le séquencement, il se lance. Mais comme il y a un depends on dans l'arbre de dépendance, eh ben, le Traffic Helm ne sera pas créé avant que le Traffic NS, donc le namespace, ne soit créé. Donc il y a vraiment une notion de dépendance. On peut également paramétrer les timeouts, c'est-à-dire que Traffic par défaut, le temps qu'il aille choper un load balancer, ça peut être assez long, ça dépend du fournisseur d'accès, du fournisseur de cloud. Des fois, ça met 5 minutes, 10 minutes, on n'en sait rien. Donc, on met du timeout. Et puis après, là, on va aller, pour récupérer la gateway IP, il va falloir utiliser les fonctions asynchrones encore de Pulumi pour aller lui dire d'attendre que le nom et que l'ID de Traffic, alors du Helm de Traffic, de la classe Helm de Traffic, soit disponible pour qu'ensuite on aille récupérer le service. Donc en gros, le but, c'est d'attendre que le service soit déployé. Donc je dis que c'était vraiment le côté asynchronisme qui était un peu compliqué dans Pulumi. Mais une fois que c'est fait, ma belle-mère qui téléphone, c'est beau. Une fois que c'est fait, on a accès à l'ensemble du service et de ce qui s'est passé sur le Helm. Donc on a accès au service de Traffic, on peut aller introspecter par ce biais-là ce qui se passe sur le cluster Kubernetes et donc récupérer l'IP de sortie du load balancer. Donc ensuite, ce truc-là, comme l'IP de sortie du load balancer, c'est quelque chose qui est dynamique. À chaque fois, on a une nouvelle adresse IP. Ce que je vais faire après dans la démonstration, c'est que je vais utiliser cette IP en fait par un déploiement d'une petite application web. Donc, comme ça prend des plombes pour avoir pour avoir le load balancer, avoir une IP, que j'aille modifier après les DNS, etc., je l'ai fait hier. D'accord ? Donc, il n'y a pas de magie. Je l'ai fait hier. Donc, ce que j'ai déployé là, ça apparaît ici au niveau du lens. Donc, notre déploiement dans notre namespace Traffic, on a un pod Traffic. Et puis, au niveau des services, on voit qu'on a une IP externe qui est ici. Donc, on a vu, donc, avec Traffic, avec Pulumi, on a réussi à déployer avec Helm notre Traffic complet, avoir l'IP de sortie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, moi, à la main, les DNS chez OVH, par exemple, en l'occurrence, pour faire pointer pour l'exemple suivant. L'exemple suivant, ensuite, c'est au niveau de l'applicatif Pulumi. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on fait une application qui permet de déployer sur un cluster Kubernetes un Traffic avec un load balancer disponible. Et là, on va déployer un applicatif. Alors, c'est l'applicatif Who Am I, je pense que ceux qui font du Traffic le connaissent bien. Ça permet juste d'avoir une petite page web
qui répond en fait sur l'IP qui tourne sur le cluster Kubernetes, l'IP du pod qui tourne. Ça permet de débugger et de savoir que notre service il marche. Donc, pour ce projet-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé de la même manière un projet Kubernetes qui est avec Pulumi. Ce projet, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer la stack référence. Donc, au niveau de la stack référence, il y a un petit truc à savoir, c'est que ce nom-là, c'est dur, c'est un petit peu compliqué toujours, à savoir où est-ce qu'il a vraiment, c'est quoi le nom. Le nom, il est composé en fait de le login en fait qu'on a utilisé, enfin le nom du login qui est sur Pulumi, qu'on a utilisé pour se connecter à Pulumi, slash le projet, le nom du projet, donc Pulumi Traffic, et slash la stack. Donc pour moi, pour mon projet Traffic, c'est Michael Manvan Meetup, slash Pulumi Traffic, donc là c'est ce projet-là, et la stack de dev, c'est la seule stack de dev que j'ai. Donc une fois que j'ai la stack référence, eh ben, je peux faire un require output du cluster name. Donc ça, quand on regarde ici à ce niveau-là, j'ai fait un export du cluster name qui me donne le nom du cluster. Donc ça ne sert pas à grand-chose, c'est pour la démonstration. Mais par ce biais-là, dans un autre projet, dans un projet différent, je récupère l'export en fait qui a été fait dans un projet que je réutilise dans mon projet à travers la stack référence. Donc ensuite, je vais faire un nouveau déploiement. Donc là, on fait, au lieu de faire du YAML, au lieu de faire du déploiement du Helm, du Customize ou autre, et ben là, on code nos déploiements à la mano à l'aide de Pulumi. Donc on n'a plus besoin du tout d'aller vers faire autre chose. Franchement, pour avoir fait plein de déploiements, c'est vraiment beaucoup mieux en Pulumi. Donc là, un déploiement, eh ben, on prend la classe déploiement et qui va nous permettre de créer notre déploiement classique avec, j'ai mis un petit truc au niveau des réplicas. J'ai configuré au niveau du dev et de la prod des réplicas différents. Donc on a le dev et on a des domaines, des noms de domaines également qui fonctionnent et qui pointent vers mon cluster. Donc au niveau de ces déploiements-là, on fait un déploiement classique avec des labels et compagnie, avec le nom de l'image, le traffic ou AMI, et puis également, du coup, quand on a un déploiement qui est fait, pour récupérer ce déploiement, pour en faire quelque chose, on met un service devant pour qu'on puisse l'exposer. Donc là, au niveau du service, eh ben là c'est pareil, c'est du classique, on va dire du classique Kubernetes, mais du classique Pulumi également, où on va faire un déploiement, un nouveau service également. Et là également, pour ce qui est des custom ressources, donc les custom ressources, ce sont des ressources qui ne sont pas dans l'API globale standard de Kubernetes, c'est quelque chose qu'on peut créer en plus des custom ressources. Là, en l'occurrence, c'est les custom ressources fournies par Traffic pour aller créer des nouvelles routes, donc pour aller exposer des routes à l'extérieur de Traffic. Et donc là, je vais créer ces routes-là en utilisant un certificat TLS qui va être créé à la volée, qui va aller répondre sur le nom de domaine que j'ai paramétré dans mon fichier, dans mon fichier de configuration, et qui va aller également attendre que le service soit déployé parce que forcément ça ne marchera pas autrement. Et donc, on va pouvoir aller dans le Pulumi App. Hop. On est où là? Dev. Eh ben, on va faire un Pulumi Up. Donc normalement, la stack de dev va se déployer. Je crois que j'ai enlevé hier, mais je ne suis plus sûr.
Ouais, je vais enlever les R. Donc, par rapport à ce que j'ai fait, on va avoir au niveau du cluster Kubernetes un déploiement qui va être fait, un nouveau service qui va être fait, et puis également une ingress route, donc une nouvelle route qui va être créée dans Pulumi. Enfin, dans Pulumi, dans le cluster Kubernetes, par le biais de Pulumi. Donc voilà. Donc en attendant, je vais je vais vous montrer Pulumi Stack Select Prod et Pulumi Up. Et en attendant que ça se charge pour la prod, je vais vous montrer, donc dans le namespace de dev, on a le nouveau service, on a le pod Wamai qui est là, donc qui est à côté du service Nginx. On a donc le service Wamai qui a été créé également. Et puis on a également dans les custom definition, alors je ne sais jamais où est-ce qu'il est celui-là exactement, si c'est dans celui-là ou pas. Ah, voilà, si, du bol. Donc l'ingress route qui a été faite. Et donc si vous allez sur le nom de domaine Meetup Pulumi Dev, et bien vous allez, alors hop, ça marche, c'est beau, hein. C'est beau la démo quand ça marche. Hein. Hop, voilà. Donc vous avez sur le nom de domaine là, et lui vous voyez que quand on fait un refresh, et ben en fait c'est tout le temps la même chose qui se passe. Parce qu'en fait on n'a qu'un réplica. Maintenant, si on regarde, alors je suis où si on regarde au niveau, ah bah oui, bah forcément, je n'ai pas mis un -yes, ça m'en prendra. Donc si on regarde au niveau de la prod, donc ça va se déployer, on va voir que comme j'ai eu plusieurs réplicas, eh ben, on va avoir des choses qui changent au niveau de l'adresse IP qui est affichée. Je vais prendre en même temps le nom domaine de prod. Hop. C'est pas le bon non plus. Où est-ce qu'il y a la fenêtre d'ailleurs? Ah oui. Donc là, on est sur la prod, et là, si on rafraîchit, on voit que l'IP, en fait, donc l'IP interne du cluster, elle change parce que, comme j'en ai mis 3, eh ben, il y a ces load balancés entre les 3 pods. Hop là. Donc voilà. Donc, au niveau de la démonstration, vous voyez qu'en quelques classes et quelques projets, en fait, on a réussi à déployer un projet complet, entre guillemets, enfin un projet qui peut avoir du sens. C'est-à-dire qu'on a déployé un trafic sur un cluster Kubernetes. On l'a déployé avec un autre projet en réutilisant en fait ce qui est sorti du premier projet. On a déployé une application web qu'on a exposée sur Internet. Donc, ça montre en fait qu'avec Pulumi, en fait, vous n'avez pas de limite au niveau du déploiement. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, soit au niveau du déploiement d'infrastructures. Donc là, je ne vais pas vraiment montrer l'infrastructure C2, etc. Mais c'est le même principe. Vous allez utiliser les classes fournies par Pulumi avec des classes qui sont déjà toutes faites pour les providers AWS, Azure, GCP, etc. Vous avez tout ce que vous pouvez déployer habituellement avec votre Terraform, vous pouvez faire la même chose en Pulumi. Ensuite, donc, vous voyez que c'est très simple à coder. Vous prenez des classes que vous paramétrez. Vous avez une notion d'asynchronisme qui n'est pas forcément évidente au début, mais c'est tout le temps la même chose. Donc au bout d'un moment, quand vous avez galéré un petit peu au début, eh ben, en fait, ça défile, hein, c'est pareil à chaque fois.
Chaque fois que vous allez déployer quelque chose, vous pouvez aller introspecter ce qui a été déployé, donc pour récupérer des informations, des IP, des DNS, etc. Tout ça, c'est disponible également. Et puis, en faisant justement, en découpant votre projet, vous avez moyen de faire vraiment de la programmation. Vous avez vraiment moyen de faire des choses très puissantes avec Pulumi. Pulumi, je l'ai utilisé en production pour déployer une application complète sur des clusters chez Amazon, des clusters EKS chez Amazon. On a déployé les clusters Amazon de cette manière-là, avec les VPC, tout déployé en Pulumi. Avec toute la partie de la sécurité, IAM, etc., était faite en Pulumi également. On a déployé ensuite l'applicatif. C'était une application qui permettait de faire du calcul du calcul haute fréquence pour détecter en fait l'impact de médicaments sur le corps humain. Donc, c'est un niveau de calcul très important. Et donc, tout ça était fait en Pulumi. Et à la fin, Pulumi, en fait, en une ligne de commande, votre infra complète de A à Z, elle peut être déployée. Et votre application complète de A à Z peut être déployée également. Et tout ça sur du CI/CD. C'est-à-dire que les développeurs, ils mettaient leur code, ils faisaient un git push sur leur code, et puis c'est déployé en prod, enfin, pas en prod, pas déconner, sur l'environnement de staging, par exemple. Et la prod, c'est la même chose avec quelques sécurités en plus. Mais en fait, Pulumi permet vraiment de gérer l'intégralité en fait, du déploiement d'applications. Alors, ce qui manque dans Pulumi, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment la notion d'applicatif. Donc là, je vous ai montré un applicatif Kubernetes. Donc pour du Kubernetes, on a tout ce qu'on veut en Kubernetes. On n'est pas bloqué du tout, on a l'intégralité de Kubernetes qu'on peut déployer. C'est vraiment très complet. Si on veut faire un peu comme dans Ansible, aller faire du SSH sur les serveurs et aller faire des... C'est pas ça. Faut pas le faire avec Pulumi. C'est pas... Il y a des mecs qui ont tenté, qui ont fait des petits trucs, mais c'est du bricolage. Donc c'est vraiment pas fait pour ça. Si vous déployez de votre infrastructure complète, c'est fait pour ça. Votre applicatif hors Kubernetes, faut oublier. Ou alors faut être serein parce que faut. Mais ça peut fonctionner, ce qu'on fait, c'est du code à la fin. Mais en fait, le bridge entre la partie SSH qui est faite par Ansible, par exemple, c'est pas équivalent en fait au niveau Pulumi, donc moi je ne le conseillerais pas. Et pour terminer, en fait, on peut avoir du fun en déployant des choses avec du code. Et ça, c'est vraiment, après avoir mangé du YAML pendant des années, c'est vraiment important. On peut faire autrement. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette démonstration. Donc l'intégralité du code source, d'accord, est disponible sur le GitHub. Vous pourrez prendre la référence tout à l'heure. Donc vous avez toutes les démonstrations, vous avez tous les slides également. Et si vous voulez vous amuser sur Pulumi, il y a pas mal de tutos. Mais en fait, déjà, en faisant les tutos que j'ai fait là, que j'ai montré là, déjà, vous allez comprendre très rapidement en fait comment ça fonctionne. Et c'est un accès super rapide pour pouvoir vraiment monter en compétence sur Pulumi. Et assez rapidement, on déploie des choses et puis on est très heureux parce que ça change notre YAML habituel, quoi. Voilà. Juste, tu nous laisses le cluster et les credentials ou pas pour déployer? Ouais. Ok, ouais. cool, ça marche. Question? Merci Mickaël. Tu as parlé des secrets, des KMS, GCP, AWS, j'imagine que c'est géré. Qu'en est-il de Vault, de Pareil, SOAPS? c'est géré. SOAPS, c'est plus à la main. Ouais. SOAPS, tu ne peux pas le faire. Tu ne pourrais pas le faire directement avec SOAPS, il faudrait faire un peu différemment. Moi, par exemple, pour mes secrets, ce que je fais, j'utilise InPhysical. Donc InPhysical permet de stocker les secrets à un endroit et en fait tu as une CLI InPhysical que tu peux appeler et qui va injecter tes secrets dynamiquement en variable d'environnement. Donc moi c'est comme ça que j'utilise mes secrets. Je n'utilise pas Pulumi, la gestion des secrets de Pulumi. Je trouve que ce n'est pas pratique.
Surtout que au bout d'un moment, tes secrets, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, en fait, donc c'est très embêtant. Donc moi, je prends un service externe qui s'appelle InPhysical, dans lequel j'ai une interface où mes secrets sont gérés, etc. Et j'utilise InPhysical pour injecter mes secrets avant le déploiement avec Pulumi. Et donc, mes secrets sont en variable d'environnement que je peux utiliser dans mon code également. D'accord, c'est un produit SaaS C'est un produit SaaS, open source. uniquement? Non, et aussi qu'on peut installer nous-mêmes. D'accord. Ah ouais. Tu peux les play InPhysical? InPhysical, InFISICAL. Oui, d'accord. InPhysical. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Merci. J'ai une autre question. Vas-y. Tu as montré la gestion des réplicas sur ton déploiement. Ouais. Et j'ai pas trop compris si c'était Pulumi qui faisait une espèce de wrapper à kubectl pour augmenter tes réplicas, ou s'il allait changer dans un fichier de config ou dans le code les réplicas. Là, c'est dans le code. J'avais paramétré au niveau du code. Pas dans celui-là. J'avais paramétré au niveau du code, en fait, le fait d'avoir un réplica ou deux réplicas. D'accord? Et j'utilisais dans le déploiement, à ce moment-là, quand je crée mon déploiement, je lui dis, bah, tiens, mon réplica, c'est ici. Tu vas regarder dans le fichier de configuration la variable réplica, et puis bah, tu la mets dans ton déploiement. Mais quand tu as fait la ligne de commande Pulumi réplica égale 3, tu surcharges temporairement ou alors? Là, en fait, je n'ai pas fait une ligne de commande Pulumi réplica. J'ai fait une ligne de commande Pulumi config 7 réplica égale 3. C'est-à-dire que j'ai marqué dans mon fichier de configuration que j'allais avoir réplica égale 3. Ah d'accord, donc ça va mettre dans le fichier de config. Mais par Ok. exemple, si je veux faire ici, par exemple, réplica égale 5, c'est là où c'est la beauté du truc. C'est-à-dire que là, je fais Pulumi up. Donc j'ai fait uniquement une modification de mon fichier de configuration. Il va détecter qu'il y a une différence entre son état et ce qui est en prod. Il dit tiens, je vais faire un update. Et voilà. Et donc tu vas updater le nombre de tes réplicas en prod directement, super simplement. Ok, merci. Merci Michael. Est-ce qu'il existe des choses concernant la migration, Terraform, Pulumi sur la gestion du TF state C'est pas pointu ta question. Hein. Je crois pas. Je crois pas. Pour moi, mais il y a une communauté qui commence à monter en puissance sur Pulumi. Et donc, tu commences à avoir des choses qui sont faites assez. Voilà. Après, sur cette réponse précise-là, j'en sais rien. Je sais que j'utilise beaucoup. Il y a des produits qui ont été faits, il y a des trucs open source qui ont été faits pour transformer ton Customize ou ton Helm directement en code Pulumi. Donc, quand tu veux aller récupérer quand tu as un projet déjà Helm qui existe ou un déploiement qui existe en Customize, tu peux récupérer ce YAML généré et faire une moulinette pour générer ton code TypeScript. Donc, tu vois, il y a plein de produits qui ont existé comme ça pour faire cette transformation d'un existant vers Pulumi. Mais dans ce cas-là, dans le Terraform, je ne pourrais pas te dire. Et alors, si tu ne peux pas forcément convertir ton Terraform ou n'importe quoi d'autre, est-ce que tu peux importer des ressources comme tu peux le faire dans Terraform? Des ressources existantes? Ouais. Ouais, tu peux le faire. Mais je l'ai jamais fait. Ouais, j'imagine qu'il importe enfin, il met à jour le TF state, un peu comme le fait Terraform jusqu'à X version. Je sais que tu as un moyen d'introspecter l'existant. Par exemple, je sais que tu peux aller introspecter sur AWS des VPC ou des EC2, etc. Donc, tu as les moyens de le faire. Après, comment tu retombes sur tes pattes pour refaire après du code? Je n'ai pas été jusqu'à là parce que je trouvais ça, pas utile pour moi et complexe, je pense, pour réussir à faire quelque chose. Mais pour faire une transition de Terraform vers Pulumi, ouais, effectivement. Mais je te dis, il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec Pulumi, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui existent. Ok, ça marche. Et du coup, juste pour compléter là-dessus, je te passe la main. C'est un peu dans les problématiques, entre guillemets, autour de Terraform, le renommage des ressources. Ouais.
Donc- Là, tu parles du t'es plutôt cube, mais Ouais. sur de l'infra pur, renommé une VM dans Pulumi. Euh, En fait, Pulumi, là, je ne me suis pas embêté avec le nommage, j'ai laissé Pulumi faire. C'est-à-dire que Pulumi, par défaut, chaque ressource, en fait, il va générer un nom de ressource court et avec un hash derrière pour que ça soit unique. Mais tu peux modifier ça. Si tu veux, en fait, tu peux dire, moi, ma ressource, elle va s'appeler Toto. Et c'est Toto, point. Et donc, quand tu vas faire un import, par exemple, de ressources existantes, tu vas pouvoir utiliser ces noms pour pouvoir importer dans ton code ces variables-là. Après, quand tu veux faire du renommage derrière, On une risque bonne de question. retomber dans les problématiques qu'on a à côté de Terraform avec les block move maintenant qui sont apparus. Je ne sais plus trop de Terraform là, mais j'imagine qu'il y a une question autour de ça derrière aussi côté Pulumi. Derrière, on est sur du Terraform. De toute façon, c'est un wrapper au-dessus de Terraform. Non, alors c'est un peu plus que ça. Alors, tu as beaucoup de code Pulumi en fait, qui a été généré à partir de Terraform. C'est-à-dire qu'ils ont fait une sorte de générateur de code de Terraform, dans ce qui existait en Terraform, vers du Pulumi. C'est-à-dire que tous les Terraform AWS, etc., qui existaient, mais ils ne les ont pas recréés à la main en Pulumi. Donc du coup, ils ont fait des wrappers, ils ont fait du transcodage, entre guillemets, de Terraform vers du Pulumi. Mais ensuite, je ne pense pas qu'il y ait... c'est pas bijectif. En fait. Tu ne peux pas passer de Pulumi vers Terraform après. Ils n'ont pas fait la transition bidirectionnelle. Merci. Merci pour la présentation. Je me posais la question, sur Terraform, il y a des modules qui peuvent englober plusieurs ressources. Ouais. Est-ce que sur Pulumi, on peut avoir ce genre de choses, Ouais. des modules? Ouais. Tu as une notion de classe que je ne vais pas montrer là, par simplicité, mais tu peux faire des modules. Alors, soit toi, tu fais des modules réutilisables dans plusieurs projets, ou alors des modules vraiment que tu peux mettre sur étagère et récupérer derrière. En fait, je pense plutôt aux modules qui sont existants et qui sont fournis par les cloud providers parfois. Par exemple, Ouais. pour déployer le module EKS qui est Ouais. fourni par AWS, typiquement, est-ce qu'il y a ça qui est maintenu? Tu as tout. Ok, T'as- donc c'est vraiment les mêmes features, les mêmes Tu as entrées, les mêmes sorties. l'intégralité de. Voilà. Tu as de temps en Ok. temps des bizarreries, mais c'est assez rare. On a eu le cas chez OVH il n'y a pas longtemps. Bizarrerie comme ça, je dis, ben voilà. Mais bon, en tweakant un petit peu, ça s'est passé, mais. mais autrement, non. Sur du AWS, en fait, tous les cloud providers principaux, AWS, GCP, Azure, etc., tu as zéro différence. Hein. Ils ont tous suivi directement. Il y a une communauté impressionnante derrière où les mecs, dès que ça bouge un peu, c'est mis à jour immédiatement. Donc, à la fois par Pulumi, par l'équipe de Pulumi, et à la fois par la communauté. Merci. Et c'est quoi? C'est pulumi.registry.fr, un truc comme ça, non? C'est pas un équivalent de Terraform Registry. Non, c'est pulumi.com. En fait, t'as pas de. Le code source en fait de toutes ces registries-là c'est sur GitHub en fait. Donc tu as le code source intégral. Donc tu vois bien souvent tu vois que souvent bien sûr c'est du Terraform. Et après derrière il y a le wrapper pour aller vers tous les langages. Donc c'est assez instructif de regarder comment c'est foutu. Salut, merci pour la conf. T'as un super prénom parce que je m'appelle Mickaël aussi. Donc Ah, c'est vrai, je suis d'accord. Alors j'ai quelques petites questions, mais j'essaie de ne pas être trop long. Là, tu as montré un exemple avec Helm. Il y a un vrai intérêt ou c'est juste pour le show-off? Pour moi, il y a un intérêt dans le sens où Helm est très très déployé. Tu vois, faire un trafic par exemple, déployer à la mano un trafic, j'ai déjà fait une fois. C'est long, c'est pas vraiment utile. L'intérêt, c'est que si tu as un Helm qui est bien fait, qui est bien suivi, bah, tu l'utilises directement et tu n'as pas de différence à le déployer enfin, tu n'as pas d'intérêt à le déployer par toi-même en fait. Ok. D'accord. Du coup, là, pour revenir sur l'aspect plus code, ça a l'air très cool, mais est-ce qu'on peut avoir étendre un peu les use cases et avoir par exemple des analyses sonar ou TU, je sais pas. C'est du code. Ouais. C'est vraiment du code. Hein. Si tu veux faire analyser ton code, aller faire ce que tu fais, c'est que du code. Hein. Donc il n'y a pas de différence. Hein. Tu vois, tu as un Node.js, tu fais un npm install et c'est pareil, hein. C'est pas de différence. Hein. C'est du TypeScript 100%. Ok.
C'est Ouais, que Pulumi qui va interpréter en fait vers autre chose que de se faire sa tambouille à lui pour faire vraiment les déploiements. Et dernière question, du coup, est-ce que Pulumi peut générer, je sais que moi, des fois, j'aime bien voir un peu ce que, j'utilise pas mal Helm et voir ce que, la config qui va me sortir avant d'aller dans le K8S. Est-ce que Pulumi peut sortir cette conf pour voir un peu ce qu'il va nous Le générer YAML qui est généré réellement vers le kubectl, c'est-à-dire à voir, qu'est-ce que ça va donner en termes de. Enfin, comme moi je connais un peu la syntaxe YAML Ouais. K8S, voir qu'est-ce que Pulumi va me générer sous forme de cette syntaxe pour déjà que je me représente les ressources qu'il va me créer avant de les créer. C'est peut-être une question idiote, mais. Non, 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 je pense pas parce que je pense que Pulumi, là, dans le wrapper Kubernetes, doit attaquer le kubectl directement. Enfin, il doit intégrer le kubectl directement. Et donc, Ok. il doit attaquer l'API directement, à mon avis. Enfin, il attaque l'API, en fait, kube directement. Je ne pense pas qu'il passe par une phase de YAMLisation du code. Mais Ouais. je peux me tromper, par contre, je ne sais pas. Ok, merci. Mais en tout cas, je ne sais pas comment le faire, en tout cas, pratiquement. Je sais qu'on peut faire aussi du pas à pas avec Pulumi, donc en TypeScript. Donc tu vas débugger ton Pulumi pas à pas. C'est assez rock'n'roll à faire, parce que, voilà, mais je sais que certains l'ont fait. Donc pour vraiment savoir ce qui se passe au plus profond, tu peux le faire. Mais après, honnêtement, je faisais ça pour du YAML, quand j'ai pour faire du customize, par exemple, quand j'ai du customize, je faisais ça. Mais là, en Pulumi, je n'ai pas eu l'usage. Pulumi, tu as le console.log qui marche. Hein. T'es dans ton code, tu fais console.log, c'est quoi ce machin? Pof, il me sort ça. Donc au moins, tu sais débugger, c'est assez simple. Quoi. Ça reste vraiment du code. Tu n'es pas là en mode, mon YAML, j'ai modifié une virgule, j'ai mis à la ligne, machin, le truc qui pète, tu dis, ça me gonfle. Et donc, du coup, tu mets beaucoup de temps en fait avant de savoir, de comprendre comment tu débugs. Là, c'est du code. Tu peux dire console.log, c'est quoi ce machin? Et là, ça marche. Merci pour la présentation. T'as compris? J'ai une petite question concernant les templates. Quand on utilise Helm, il y a une référence Bitnami qui est accessible et pour plein de solutions, plein de stacks. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire pour Pulumi, des templates qui sont déjà disponibles et entre guillemets fiables, quoi? Tu en as, ouais, sur le GitHub de Pulumi, tu as énormément de templates tout faits, D'accord. des projets en fait déjà tout faits. Ok. Et donc, tu en as dans tous les langages. Je pense que tu dois avoir à peu près 10 templates par langage, enfin, quelque chose près. Donc, tu as, pour commencer, en fait, c'est super bien parce que tu as déjà quasiment des bouts de projet tout faits. Et en une ligne de commande, en fait, il te le déploie. Donc, c'est très, très simple à faire. Mais ils sont vraiment très complets au niveau des templates. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Ok, merci. Bonjour et merci pour la présentation. Un autre avantage que je m'imagine à avoir ça sous forme de code, c'est est-ce que c'est possible déjà d'avoir des projets Pulumi mais pas que? C'est-à-dire que j'importe d'autres librairies qui vont me servir à faire je sais pas quoi, d'autres choses en plus. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'en fait dans la vraie vie on n'en a pas besoin? Alors, mélanger, c'est toujours rigolo. Dans la vraie vie, en fait, tu te rends compte que ça devient un bazar ton code, en fait, si tu mélanges de trop. Mais en fait, c'est vraiment du code. C'est vraiment du code Node.js. Donc, si tu veux importer des librairies externes, si tu as des packages NPM que tu as mis sur un repo à toi, par exemple, que tu veux importer, c'est du code. Tu fais ce que tu veux. Donc, tu peux vraiment avoir du code extérieur que tu peux réutiliser. Mais faut savoir, quand le projet devient important, c'est toujours pareil, c'est qu'au bout d'un moment, il faut savoir bien ranger ces choses, parce que ça devient le sac de nœuds, le plat de nouilles habituel, quoi. Ça reste du code.
Mais en tout cas, c'est beaucoup moins sac de nœuds que de faire son gros projet Terraform avec 3 milliards de modules ou son gros projet Ansible qui prend de la taille et qui on ne sait plus du tout comment gérer tout le truc. C'est vraiment beaucoup plus simple à gérer avec Pulumi qu'avec Ansible ou Terraform. Enfin, pour avoir fait les deux, enfin les trois, il n'y a pas photo. En parlant de Terraform, la gestion des différents clients. Dans Terraform, tu peux faire le choix d'avoir plusieurs répertoires avec plusieurs TF ou alors de travailler en workspace. Et là, tu as dit dans Pulumi, il y a les microstacks. Est-ce que ça s'apparente à, par exemple, avoir plus ou moins la même code base commune et avoir un peu à la Helm des fichiers de values par client? Est-ce qu'on peut avoir ça ou alors faut dupliquer les projets, les codes Pulumi? Ouais, tu veux pas vraiment transcrire ce qui existe dans Terraform avec Pulumi, enfin pas exactement. Ou dans Helm. Ou dans, tu vois, tes values par exemple, dans Helm, tu as la même chose en fait avec tes fichiers de configuration par stack en fait. Donc tu vas considérer que tes values par client, bah, c'est une stack. Si on a 10 clients, eh ben on a 10 stacks, une stack par client. Oui. Et du coup, tu prends la stack, tu paramètres comme tu veux dans ton fichier de configuration, et du coup, ça te permet de séparer comme ça les choses. Et Pulumi, du coup, fait ça aussi? Pulumi fait ça, oui. D'accord. Okay. Oui, Pulumi fait ça. Ok, merci. Et du coup, en fait, ça permet également de faire des environnements dynamiques. C'est-à-dire que, par exemple, le client chez qui je bosse actuellement, on déploie en fait des environnements avec Pulumi par développeur ou alors par branche. Et donc, ces notions de stack, la stack est créée dynamiquement et du coup, ça permet d'avoir une grande souplesse. C'est-à-dire que chaque développeur, il va avoir son déploiement dans son namespace à lui qui va être fait 100% par Pulumi. Et après, on lui dit, bah, au bout de 6 heures, la stack, elle est dégagée. Et donc, le projet, le namespace, il est dégagé. Ok, merci. Du coup, je vais rebondir là-dessus. En fait, par rapport à la question, je reste un peu sceptique. Genre, je vais laisser des questions et je reposerai d'autres choses après. Mais juste par rapport à ça, une des problématiques qu'on peut avoir avec Terraform, c'est la reproductibilité. En général, on dit toujours, bah, l'idée, c'est que nos environnements soient ISO, du dev jusqu'à la prod. Ça, c'est la théorie, là où on aimerait aller vivre. Comment tu gères ça avec Pulumi, typiquement? Un env de dev qui potentiellement n'a pas de LB. Mon client il me dit bah non, moi j'ai pas envie de gaspiller de l'argent avec un LB en dev, par contre j'en veux sur la staging et la prod. Ouais. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va gérer des configurations, on va gérer des typologies de configuration. Parce que ce qu'on fait par exemple là, pour les environnements éphémères, les environnements éphémères par exemple pour les développeurs, ils n'ont pas accès aux bases de données en fait managées. Ils ont une petite base de données locale sur le cluster, parce que c'est fait directement, enfin, c'est déployé sur le cluster directement, et c'est tué rapidement. Donc on va gérer des typologies de configuration. Alors en code, hein, c'est du code, et on va gérer une configuration de production, une configuration de staging, une configuration de dev, et cette configuration de dev, là, sera différente des autres configurations. Mais c'est vraiment le côté composition, mais parce que c'est du code en fait. Il faut vraiment réfléchir. Comme maintenant on a du code, il faut réfléchir comme si tu faisais du code. Donc comment tu gérais avant quand tu avais des configurations pour ton code? Pareil, tu as une configuration pour ta production, une configuration pour ton développement, etc. Et c'est ton code en fait qui va gérer les différentes configurations. Quand tu parles de configuration, tu parles de configuration au sens fichier de config? Non, je parle de configuration dans le sens où je vais créer une classe configuration, d'accord? Et je vais utiliser 3 classes de configuration que j'ai paramétré différemment. Donc on a vraiment une notion de code derrière. On n'a plus cette notion de fichier YAML ou de template, etc. On a une configuration logicielle qu'on va créer en code, qui va nous permettre de gérer ces différents éléments. Ok, merci. Merci pour la présentation. Donc là, on est d'accord, comme c'est du code, tu peux mettre une config et mettre un gros if des familles pour dire si j'ai telle config, j'active tel service ou pas tel service. C'est de ça que je parlais tout à l'heure là. La configuration par code, c'est if je suis en prod, Zen, ma configuration c'est ça,
else, je fais autre chose, ou j'en sais rien, ou un case, ou ce que tu veux. C'est du code. Ok. Et j'avais juste une deuxième question, c'est que là, on a vu le côté j'utilise quelque chose qui est déjà déployé. Tu as la possibilité de créer un espèce de template qui te porte un peu un ensemble de déploiements et que tu es juste à l'appeler en disant tiens, je te passe 3 variables et déploie-moi ça automatiquement. Je te passe le nom de l'image et puis le DNS et puis il se débrouille la config avec les tu as 3 la notion de composant Pulumi en fait, que tu peux créer. Ok. Donc tu vas créer un composant Pulumi qui peut être important, qui peut être un gros déploiement, et tu vas appeler ce composant Pulumi avec 3 paramètres qui sont la configuration de ta prod, machin, etc. Et ça marche. Ça vient de se rajouter au niveau du SDK ou c'est ton SDK que Non. tu dis tiens, j'include ce composant Pulumi et je l'exécute avec des propriétés? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et Bon, ce bah, composant, c'est toi qui le codes en fait. Tu codes le composant complètement. Tu as les notions de composants que je vais montrer. Que, voilà, mais c'est un peu des composants Pulumi en fait qu'on paramètre. Donc on a un squelette de composants Pulumi qu'on peut surcharger avec nos propres composants. Donc on appelle le cadre, enfin l'espèce de framework Pulumi pour les composants, dans lequel on dit on déclare tout ce qu'on a à faire. Et donc les déploiements qu'on a montrés tout à l'heure, tu déploies. J'avais fait ça l'année dernière ou l'année d'avant sur des VPC. Donc un cluster Kubernetes, c'était un composant, un gros, mais un composant. Et ça déployait les VPC, les VM, les machins, tout complètement, mais avec un composant. Donc c'est vraiment très puissant. Ouais, si je vais un petit peu plus loin, ça veut dire que tu pourrais très bien te dire, tiens, j'ai un service. Là, justement, quand tu dis, tiens, j'ai des environnements de développement à faire pour des développeurs purs et durs, Ouais. on pourrait très bien dire, je démarre mon service et je me mets en dépendance de la partie infrastructure. Et si jamais il ne trouve pas cette infrastructure, il me la crée au passage avant de démarrer mon service. C'est un gros if. Ok, C'est ça. super. Merci. Une dernière question. Merci pour la presse. Alors j'ai une question un petit peu moins technique pour finir. Tu disais que c'était open source du coup comme projet. Ouais. Qui est-ce qui possède les droits pour changer la licence Est-ce que c'est Pulumi ou est-ce que c'est les contributeurs? Non, aucune idée. Non, là-dessus, j'en sais rien. Il faut regarder sur le site de Pulumi, sur le GitHub de Pulumi. C'est de l'open source, on va dire, moderne avec une entreprise derrière. C'est-à-dire que l'entreprise, elle veut faire du pognon, normal, il faut qu'elle vive, donc c'est pas du bénévolat. Donc du coup, il y a une limite. Tu as une version, par exemple, tu peux avoir, sur la partie déploiement, la CLI, etc., il n'y a pas de limite, c'est open source et que ça marche comme ça. Derrière, c'est sur les environnements de production. Tu vois, par exemple, je ne vous ai pas montré, mais l'applicatif Pulumi, enfin sur l'applicatif web Pulumi qu'on utilise pour voir nos déploiements, etc., cet applicatif web, tu ne l'as pas en fait en open source. Mais tu peux l'avoir chez toi, déployé, mais moyennant finance, parce que c'est pas, il y a une licence derrière entreprise. Le cœur est open source. Mais te donner le nom de la licence, le GPL, j'en sais absolument rien. C'était plus pour savoir s'il y a un CLA par exemple. S'il y a un, pardon, quoi? Un CLA, un contributeur license agreement. Aucune idée. Ah oui. Donc pour savoir si la licence Pulumi, quelle était la licence Pulumi, et s'il y avait un CLS, CLA, Contributor License Agreement. Voilà. Et donc je ne sais pas. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Moi, c'est pas des questions. Merci. Donc, c'est pas des questions. J'ai en fait des remerciements. Si j'ai 2 questions et une proposition. Donc, les remerciements, déjà, c'est merci, Michael. Moi, j'ai rien compris, mais c'était top. Merci à Rennes DevOps. Super content d'avoir fait cet événement-là avec vous. Merci à vous tous. Déjà parce que vous avez bravé la tempête. Bravo. Et puis parce que c'était interactif, attentif et interactif. Ça, c'est pour les remerciements. En tous les cas, super content de ce moment. Les 2 questions. Pour la première, je vais avoir besoin d'une de vos mains.
Donc la première, en fait, elle est assez généraliste. C'est sur les meet-up, d'une manière, voilà, en général, plutôt le midi ou plutôt le soir. Alors Merci. Donc, on va commencer par le midi. On lève les mains. Ok. Le soir. Ok. On avait un doute, j'ai plus de doute. La deuxième question, c'est un rôti. Donc là, c'est pas les mains, c'est les doigts. Le rôti. 1, vous avez perdu votre temps, c'était dramatique. Désolé. 5, c'était génial, vous vous êtes éclaté. Ah oui. Ah, j'ai pas trop de doutes non plus. Bon, chapeau Mickaël. Merci, merci. Je vous regarde en même temps. Merci de vous être prêté au jeu. Et donc la proposition, elle est toute simple. C'est de prolonger ce bon moment autour de boissons, pizza, tacos. Bière. Merci à tous. Merci.